Je sais qu'à l'ESSAC Penningen, c'était très orienté concept. Il y avait même très peu de technique dans le sens où je me souviens être arrivée le premier jour en agence et avoir découvert vraiment, réellement ce qu'était un plan d'électricité, de clim, de sol, de plafond, de cloisonnement, tout ça ensemble et avoir un petit peu senti la goutte de sueur sur la tempe parce qu'à Penningen, c'était pas du tout ce qu'on nous avait entraîné à faire. On était beaucoup plus dans le concept, la réflexion, avoir des idées fortes, une esthétique propre, mais pas sur la technique. Donc la formation en agence, c'est important. Alors, bonjour Amélie, bienvenue. Merci, bonjour Julie. Bienvenue dans le studio WeProd pour ce tout nouveau podcast que je viens de lancer, dont l'objectif, c'est de recevoir toutes les personnes et artistes qui font le métier d'archi d'intérieur et du design d'intérieur, ce qu'il est aujourd'hui. Donc, que ce soit des architectes d'intérieur, designers, artisans, fournisseurs, et dédié à toutes les personnes qui travaillent déjà dans ce métier, qui s'y intéressent de près ou de loin, pour vraiment apporter du concret à tous, de partage d'expériences et connaître vos parcours, ce que vous avez pu faire, les conseils que vous pouvez avoir, qui est très enrichissant pour notre audience. Donc pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter, revenir sur ton parcours et ce qui a fait que tu t'es dirigée vers l'archi d'intérieur ? Mais bien sûr, alors je suis Amélie Vermersch, architecte d'intérieur. Je suis à mon compte depuis 5 ans. Je suis sortie de l'ESSAC Penningen, donc très, très, très bonne école, formation en 5 ans sur l'architecture intérieure et le design. Si on remonte un peu plus loin, j'ai une formation classique d'études, bac général, qui prédestine pas forcément au métier plus artistique. Mais donc voilà, 5 ans à l'ESSAC Penningen, ensuite une formation en agence, dont principalement 4 ans chez Joseph Diran Architecture. Et puis ensuite, j'ai décidé de prendre mon envol et d'essayer de monter mon propre studio. Et pour l'instant, tout va bien. Ça fait 5 ans que je suis à mon compte et que je me plais beaucoup à exercer mon métier. Et qu'est-ce qui a fait que post-bac, tu te sois dirigée justement vers l'archi d'intérieur ? Alors, je pense que toute petite, j'ai eu une attirance tout de suite pour l'architecture. Alors, je ne savais pas encore que ça s'appelait l'architecture intérieure, mais toute petite, je me souviens que je réalisais déjà des plans de maison, que j'étais très attirée. Alors, c'est un peu bête, mais par les Lego. Donc, je pense que dès qu'on est petit, on a quelque chose en soi qui nous dirige vers ce qu'on fera plus tard. Mais non, j'ai vraiment toujours eu cette sensibilité artistique pour le dessin, le crayonné. Et puis, je suis quand même quelqu'un d'assez rigoureux, ancré dans le concret, qui aime bien... j'aimais bien les mathématiques, donc je pense que l'architecture intérieure, c'est un bon mélange entre une fibre artistique et quelque chose de beaucoup plus rigoureux. Donc c'était un bon compromis qui me correspondait bien. Et puis après, je me suis dit, bon, de toute façon, il faut bien choisir une voie, essayer. Et en fait, je me suis tout de suite régalée et épanouie dans ce domaine. Donc j'ai poursuivi. Mais c'est vrai que du coup, tu as l'avantage de savoir ce que tu veux faire post-bac. Donc, tu as pu intégrer une super école. C'est une grande chance. Après, c'est vrai que y a pas... pour certaines personnes, ça prend un peu plus de temps de trouver sa voie. Mais comme je te le disais, toute petite, j'ai eu cette attirance naturelle pour ce milieu, cet univers. Donc, non, j'ai eu la chance de pouvoir enchaîner de façon fluide les études, les expériences en agence. Et puis après, le métier vraiment très concret. Donc. Super. Et est-ce qu'il y a des designers ou des architectes d'intérieur ou architectes qui t'inspirent Oui, forcément. Puis alors, d'autant plus aujourd'hui avec les réseaux sociaux où on a accès à un panel extrêmement large d'architectes et d'architectes d'intérieur qui sont d'ailleurs pas forcément très connus, mais qui en tout cas ont une vitrine avec Internet. Mais oui, j'ai des références assez récurrentes. Alors, il y a Axel Vervoort, dont j'aime beaucoup le travail. Une vraie gestion des lumières, des contrastes, des matériaux, tout en étant en sobriété, mais avec une vraie force, un vrai impact. Gabriela Crespi, le studio Mumbai avec Bijoy Jain, que j'aime beaucoup. Très bonne expo en ce moment d'ailleurs. Mais non, puis après, c'est pas forcément des inspirations purement d'architectes ou d'architectes d'intérieur. Ça peut être des sources d'inspiration très diverses.
des rapports aux couleurs, ça peut être même de la tapisserie, Dom Robert, l'URSA, enfin vraiment des sources très, très variées. Lifestyle, il y a des magazines comme Cabana Magazine, dont j'aime beaucoup les images et les prises de photos de certains univers. C'est vraiment très diversifié. L'inspiration est partout. Mais c'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est vrai et on nous apprend aussi à nous inspirer partout, pas que dans les magazines d'archi ou des photos d'archi. C'est vrai Non, exactement. Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant de trouver ces sources d'inspiration ailleurs que dans l'architecture intérieure. Ça peut être la nature, des architectures vernaculaires quand on voyage. J'ai la chance d'avoir une expérience personnelle qui m'a orientée vers de nombreux pays. J'ai eu la chance de faire plusieurs mois consécutifs de voyage à plusieurs reprises. Et ça ouvre un univers culturel, esthétique, artistique immense. Et les sources d'inspiration sont nombreuses ailleurs. Donc, non, pas que l'architecture purement dite, mais des sources d'inspiration très diversifiées. Et justement, l'inspiration pour tes projets, du coup, tu la tires principalement de tes expériences durant tes voyages Alors, beaucoup. C'est vrai que j'ai eu de grandes révélations en voyageant principalement en Asie centrale, découvert des architectures, des courants historiques, artistiques, l'architecture moghole, timouride, enfin vraiment des esthétiques dont on n'a pas l'habitude par chez nous en Occident. Et ça ouvre des portes et un imaginaire incroyable. Un artisanat aussi qu'on n'a plus forcément chez nous, ou qu'on n'a même jamais eu, puisque c'est très spécifique, mais le Ratamkari en Iran. D'ailleurs, après, j'ai découvert que le studio Apparatus de designers avait aussi sorti du mobilier avec cet artisanat-là, cette technique. Donc, on trouve tous nos inspirations un peu ailleurs. Et c'est ça qui fait la beauté, c'est qu'on n'est pas tous concentrés sur un seul mouvement, une seule référence, mais on élargit le panel et les références. Ça, c'est vraiment important. Donc oui, le voyage, forcément, ça impacte les couleurs, les matières, les techniques. Mais il y a aussi de très belles choses chez nous. Il faut juste avoir les yeux bien ouverts. Je pense que partout qu'on se balade, il y a des détails à glaner vraiment tout autour de nous. Oui, c'est vrai que c'est très français d'avoir une idée de ce qu'on veut, une idée très précise de nos intérieurs, sans forcément d'ouverture culturelle. Et est-ce que tu arrives à apporter cette culture, on va dire, riche et variée à tes clients, ou est-ce qu'ils sont plutôt réfractaires Alors, ils ne sont pas réfractaires. Après, il faut, pour vraiment être dans l'inspiration forte d'univers culturel très différent d'une autre, il faut avoir la clientèle qui est connaisseur, qui a l'habitude aussi, qui comprend ce dont on parle. Et puis surtout, ce qui est quand même intéressant, c'est pas à tout prix de vouloir insérer quelque chose qu'on aime dans un projet. L'essentiel, c'est quand même d'avoir un projet cohérent et de concevoir un projet qui corresponde au lieu dans lequel on va travailler, d'être cohérent, harmonieux. On ne fait pas un palais indien en plein appartement haussmannien. Je trouve qu'il y a un contraste un petit peu étrange. Donc, ça, c'est quelque chose que j'essaie de toujours garder en tête lorsque je travaille sur un projet d'architecture intérieure, c'est de conserver l'histoire du lieu, son histoire. S'il a vraiment une identité déjà forte, on la dénature pas complètement, on joue avec, on la renforce, on l'intensifie, mais il faut coller au lieu dans lequel on est, c'est important. C'est vrai que l'environnement extérieur est primordial. Oui, et puis chaque lieu a son histoire, c'est beau de jouer avec et de faire quelque chose de très, très cohérent, ça guide, c'est un fil conducteur même pour la création. On s'inspire de ce qui est déjà là, et puis on joue avec, on l'améliore, on l'enjolive, mais on va pas, parce que l'architecte a une lubie en ce moment et adore je sais pas moi, le style art déco, va faire ce style-là dans un immeuble art nouveau, ça marche pas bien. Et justement, est-ce que tu as des clients, après peut-être que c'est des projets que tu prenais pas, mais qui avaient un appartement haussmannien et qui voulaient à l'intérieur faire que du moderne, qui dénotait J'ai pas eu complètement affaire encore à ce genre de demande. Après,
Bon, le client a quand même son mot à dire, hein. Mm. Non, en général, les gens sont très, très à l'écoute de si le concept tient la route, si on a une vraie histoire à raconter, qu'on a des arguments. Généralement, les gens sont convaincus et se réorientent on va dire, vers les bonnes idées et le bon mode de réflexion. Après, c'est tout l'art de faire un bon projet, c'est d'allier les envies des clients et puis un, un bon projet d'architecture intérieure qui ait de l'impact. Ouais, je comprends. C'est vrai que le concept architectural et décoratif, quand ils sont bien racontés et qu'ils sont cohérents, souvent les clients sont réceptifs, quoi. Exactement. Et puis, comme je le disais, c'est vraiment un fil conducteur qui permet de tenir un projet fort, solide, stable du début à la fin, de la conception à la livraison. Si on a un vrai concept, une vraie histoire qui tient la route, toutes les fondations sont solides, ça marche bien. Les matières, les couleurs, tout découle de façon assez naturelle. Et on n'a pas besoin de chercher midi à 14h et d'avoir des choses qui ne sont pas justifiées, des esthétiques un peu étonnantes. Voilà, c'est vraiment important, je trouve, à la base, quand on commence à réfléchir sur un projet et à proposer des esquisses aux clients, de se raconter une histoire en cohérence et en corrélation avec le lieu dans lequel on s'inscrit, avec la personnalité des clients, leur histoire aussi. Tout ça nourrit le projet. Okay. Et justement, quelles sont les différentes étapes de création, purement pour la partie conception, d'un nouveau projet? Comment est-ce que tu développes Alors, cet si on est aspect-là? très technique, on va dire, procédurier, ça commence toujours par une phase de dialogue avec les clients, cerner un peu leurs attentes, leurs besoins, que ce soit au niveau du programme, du plan de l'appartement, et puis aussi de leurs envies esthétiques, on va dire, parce que on peut avoir des goûts différents ou imaginer des choses que les clients n'ont pas forcément envie. Enfin, on a tous des goûts et des styles qui diffèrent. Donc voilà, une grande partie de dialogue. À eux de me préciser, soit par des mots, soit par quelques images, des lieux qu'ils apprécient. Ensuite, il y a une phase de recherche d'images, d'intention, de mood board. Donc, c'est pas forcément des images très concrètes où on présente un lieu et on se dit on va faire ça. Non, ça peut être vraiment des images d'inspiration qui représentent des ambiances. Ça peut être des photos tout à fait artistiques, voire abstraites, mais qui évoquent quelque chose. Donc il y a cette recherche de mood board. Une fois qu'on cible un peu l'esthétique du projet et le programme, on passe en phase d'esquisse. Donc là, on présente un plan. Assez rapidement, je propose des images 3D qui sont un vrai support de dialogue efficace avec les clients. On parle tout de suite le même langage. Le plan est parfois un peu trop technique. Donc le client ne voit pas forcément en 3 dimensions quelque chose qui est présenté en 2D. Donc les images 3D sont un vrai atout pour pouvoir échanger et parler vraiment le même langage. Donc ça, j'y passe assez rapidement. Et puis ensuite, quand on valide un plan, une esthétique, ben là, on rentre de plus en plus dans le détail avec des plans techniques, des plans de détail, de mobilier sur mesure. Et puis ensuite, c'est la phase chantier. Grosse phase, très importante. Pas la plus simple. Pas la plus simple du tout. C'est celle qui manque un peu quand on est à l'école. Et non, elle joue pour énormément. Énormément. C'est pour ça qu'il faut bien profiter en phase des skis. Je me souviendrai toujours, quand j'avais passé mon entretien chez Joseph Diran, il m'avait dit il faut vraiment profiter de la phase de création parce que ça va pas être l'essentiel du temps qu'on va passer sur un projet. Donc, il faut vraiment en profiter. C'est là qu'on s'amuse, qu'on est en pleine stimulation intellectuelle. C'est vraiment la partie, j'aime pas beaucoup ce mot, mais glamour du métier d'architecte d'intérieur. Et la phase chantier, c'est beaucoup plus concret, beaucoup plus technique. Et il ne faut pas sous-estimer la phase de création puisque il faut tout de suite penser technique derrière, comment on va appliquer ce qu'on a en tête. Donc, tout s'imbrique. Mais il faut profiter de la phase d'esquisse et de création, vraiment. Le chantier, c'est autre chose. Qui est la plus chouette, mais qui fait pas... Le chantier, après, c'est vraiment génial, puisqu'on voit naître nos idées en vrai. Moi, je suis toujours fascinée quand je vois les volumes prendre forme, que les matières que j'ai vues à travers un écran ou à travers des tout petits échantillons se révèlent sur des pans de mur entiers. Là, ça devient vraiment
vraiment incroyable. Les lumières sont beaucoup plus réalistes. Enfin, c'est très gratifiant, la phase chantier. Mais c'est très intense. Ça demande une concentration et une implication sans discontinuité. Il faut être très présent. Et un management aussi. Oui, parce que là, on n'est pas tout seul. Ça ne dépend pas que de nous. Loin de là, on travaille avec les artisans. C'est pour ça que c'est important d'avoir de bonnes équipes en lesquelles on a confiance, avec lesquelles on a l'habitude de travailler aussi. Mais effectivement, l'architecte est chef d'orchestre. Donc, c'est lui qui gère le planning, les interventions, qui gère aussi un peu les commandes, les livraisons. Il faut que tout arrive au bon moment. On peut se faire évidemment épauler par l'entreprise, mais toujours garder un œil sur à peu près tout, sinon on a des mauvaises surprises. Donc non, il faut avoir une vision très très globale du chantier, de qui fait quoi, quand, à quel moment, coordonner toutes les entreprises, les interventions. Non, le chantier, c'est une grosse part du travail. Ça forge. Exactement. Et puis, mais c'est quand même génial de gérer le chantier aussi parce que ça assure de la continuité de la vision que l'architecte a eue pour le projet. Et il faut qu'il soit là pour pouvoir adapter son projet architectural. Il y a toujours des surprises en phase chantier, il y a des petits ajustements à faire. Et si on veut garder une cohérence, une harmonie et être le plus fidèle à ce qu'on a vendu et proposé au client, il faut être présent, il faut être là, il faut garder un œil sur son petit projet. Ce que les clients n'ont pas toujours en tête. C'est vrai que certains vont demander que la phase conception et se dire le suivi de chantier, je m'en occupe. Et sauf qu'une fois arrivé sur le suivi des chantiers, comme tu dis, soit ça ne ressemble pas du tout à ce que finalement l'archi d'intérieur a créé parce que pour des raisons techniques ou X ou Y. Et c'est vrai que les clients n'ont pas toujours conscience de ça. Non, et puis quand on est... j'ai la chance de travailler sur des projets plutôt haut de gamme. Et c'est vrai que tout est dans le détail quand même. Les alignements, conserver les axes, les proportions. Si une cloison bouge, il faut avoir en tête que derrière, les menuiseries sur mesure vont devoir être réadaptées. Donc, non, tout ça, c'est un métier, comme on dit. Et on ne s'improvise pas en gestion de chantier. Si les clients ont l'habitude... pourquoi pas, s'ils le souhaitent. Mais en général, ils me confient aussi la gestion du chantier et je les comprends. Non, je les comprends. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que c'est vrai qu'on ne s'improvise pas dans le suivi de chantier. Et en même temps, quand on est à l'école, on ne nous apprend pas à gérer un chantier. C'est ça qui est assez c'est un peu le particulier. Problème des formations. Après, il faut bien commencer quelque part. Je sais qu'à l'ESSEC Penningen, c'était très orienté concept. Il y avait même très peu de technique dans le sens où je me souviens être arrivée le premier jour en agence et avoir découvert vraiment, réellement ce qu'était un plan d'électricité, de clim, de sol, de plafond, de cloisonnement, tout ça ensemble et avoir un petit peu senti la goutte de sueur sur la tempe parce qu'à Penningen, c'était pas du tout ce qu'on nous avait entraîné à faire. On était beaucoup plus dans le concept, la réflexion, avoir des idées fortes, une esthétique propre, mais pas sur la technique. Donc, non, la formation en agence, c'est important. C'est primordial quand on ne l'a pas vu en école. Non, le chantier, c'est vrai que c'est occulté par la formation en école, enfin, en tout cas pour ce qui était de mon expérience. C'est pourquoi faire des stages et avoir une expérience professionnelle est très, très important. Ça rend les choses beaucoup plus concrètes et réalistes. L'école, c'est plutôt de la théorie, mais on ne peut pas faire que de la théorie. Oui, c'est ça. Surtout quand on fait le suivi de chantier. Quand on s'arrête à la conception, ça peut aller et encore. Mais complètement. Et c'est vrai que sur l'aspect visuel, c'est pour les clients, c'est primordial. Comme tu disais, tu passes de suite au plan 3D. Parce que en fait, c'est tout ce qu'ils voient finalement, le plan technique, ils en ont que faire. Bien sûr, non, mais c'est très réaliste. C'est comme si on leur présentait avant même le moindre coup de marteau la photo finale de ce que va être leur future maison ou appartement. Donc, non, c'est vraiment... Il n'y a pas de tergiversation. On voit exactement ce que ça va être avec les beaux matériaux, les belles lumières, les belles associations, même le mobilier, les accessoires. Enfin, c'est un outil très, très puissant, la 3D. Et...
pas évident de s'en passer aujourd'hui, à moins d'être très fort en dessin et d'y passer beaucoup de temps. Là, c'est quand même C'est ce un que outil j'allais exceptionnel. c'est ce que j'allais te demander. Tu dessines les croquis ou non, tu fais tout sur ordinateur Non, j'essaie forcément en début de projet, en tout cas, d'avoir des croquis à la main, au calque, un peu à l'ancienne. Et après, passer en ordinateur. Mais l'ordinateur, au final, prend malgré tout du temps. C'est très bien pour pouvoir faire des modifications, mais il faut quand même prendre le temps de faire le trait, la cloison, le décalage. Oui. Donc, non, le calque au début, indispensable. Puis même, je suis quelqu'un d'assez manuel et passer exclusivement mon temps sur l'ordinateur m'agace un petit peu. Donc, un peu de calque, un peu de crayon, un peu de gomme, tout ça, c'est très bien. Très bien. Rester dans l'aspect artistique du Exactement, métier. voilà. Quoi. Et tu utilises quel logiciel du coup pour... Alors, je suis, pour ce qui est toute la partie plan, sur AutoCAD. Voilà, très original. Et pour la 3D, c'est 3ds Max. Ah oui, ok, 3ds Max. Voilà. Okay. Qui n'est pas le plus facile à utiliser, hein, celui-là. Non, mais à force d'en faire, ça rentre. C'est ça. On en a fait beaucoup. Ça rentre. Okay. Et un peu de Photoshop aussi après. Et comment est-ce que tu travailles avec tes clients pour comprendre leurs envies, les rendre réelles et respecter leurs besoins, tout en respectant l'environnement extérieur, l'histoire de l'appartement ou l'histoire du bien? Voilà, comment est-ce que tu travailles tout ça? Beaucoup de réflexion. On n'attaque pas direct avec un plan et puis on essaie de composer un peu au feeling. Non, il y a une vraie réflexion. Il y a la visite sur site. Il y a l'observation de l'environnement extérieur, des petits détails qui peuvent être déjà présents dans l'appartement. Par exemple, récemment, j'ai travaillé sur un projet de rénovation d'appartement à Saint-Sulpice et il y avait une magnifique arche en anse de panier qui était rabaissée et qui donnait la vue sur l'église. Et ces proportions avec l'église derrière, c'était magnifique. Et on a décidé de conserver cette esthétique, cette arche, pour l'appliquer à d'autres endroits dans l'appartement. Et ça a été un peu une source pour après ensuite tout décliner selon cette esthétique. Donc voilà, toujours regarder un peu ce qui se passe autour, où on est, comment on peut s'en servir, s'en inspirer. Et puis après, beaucoup de dialogue avec les clients. C'est important qu'ils participent à leur projet plutôt que quelque chose clé en main. Alors, ça peut paraître le rêve, le clé en main, faites ce que vous voulez. Bon, déjà, ça arrive rarement, quand même. Ils sont quand même leur mot à dire. Et puis, non, que ce soit une composition à 4 mains, comme on dit, ou plus, mais qu'il y ait un vrai dialogue et qu'on soit... faire du sur-mesure pour des clients qui ont des besoins spécifiques, des envies spécifiques, et ça donne une spécificité à chaque projet. C'est pas juste une déclinaison d'une esthétique au fur et à mesure des chantiers. Non, j'aime bien que chaque projet ait son identité forte et soit remarquable. Puis ce qui est important aussi, en cuisine, on dit souvent que le beau ne doit pas prendre l'ascendant sur le bon, et en archi d'intérieur, c'est pareil, l'esthétisme doit pas prendre le dessus sur le besoin. Et je milite vraiment pour des architectures intelligentes, adaptées, fonctionnelles. C'est quand même des endroits dans lesquels on va vivre, on va faire des choses, recevoir. Et moi, je suis totalement irritée par les matières qui sont superbes, mais qui ne supportent pas qu'on les frotte, qu'on les touche, qu'on pose le moindre verre de vin, tasse de thé. Voilà. C'est pour ça les cuisines en marbre. C'est pas dingue. C'est très, 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 très beau. C'est magnifique. Mais à entretenir. À l'usage, j'ai vu des cuisines en marbre avec des bâches plastiques en permanence dessus pour pas les abîmer. C'est un petit peu dommage. C'est ça. Je pense que l'architecture doit servir la fonction et l'usage, mais pas que l'usage soit contraint par les choix esthétiques ou de matériaux que l'on a fait. On a besoin d'être à l'aise chez soi et pas de faire attention ceci, il faut pas poser ça là. Voilà. Alors après, dans une certaine mesure, hein, faut pas être éviter tous les matériaux parce que c'est fragile. Il y a des matériaux très beaux qui méritent d'être mis en avant, mais il faut qu'ils soient utilisés à bon escient. Voilà. Ouais. Non, mais complètement. Pour le coup, c'est vrai que c'est important, et on a souvent cette image, j'ai envie de dire, d'intérieur un peu œuvre d'art.
Mais au quotidien, c'est peut-être pas les Non, plus non, pratiques, quoi. j'en ai vu. Et puis, c'est dommage quand on a un si beau tissu, un cachemire ou un parchemin et qu'en fait, le moindre usage, un petit coup d'ongle ou un jean qui frotte, on s'assoit, tout de suite, ça fait des peluches. C'est quand même dommage. Non, non, vraiment, je suis très, très attachée au fait que l'architecture aide à bien vivre et que ce soit pas juste pour faire une belle photo ou que ce soit de l'apparat. Oui, et puis ce qui n'empêche pas d'avoir des projets qui sont vraiment très beaux, parce que toi, les projets que tu as eus, comme celui de Saint-Sulpice, non, mais il faut le dire, il est vraiment très beau, et si l'usage est respecté... Non, il fallait que ce soit fonctionnel. En plus, là, en l'occurrence, c'était un couple avec enfants en bas âge. Bon, voilà, on a des très beaux matériaux. Il y a des choses qui nécessitent de faire attention, mais c'était à la limite. Voilà, même les clients étaient très conscients qu'on ne pouvait pas mettre n'importe quel matériau à n'importe quel endroit. Mais je trouve qu'avoir un peu de contrainte stimule la créativité. C'est pas juste une contrainte. Ouais, ça. Oui, puis les enfants, pour le coup, c'est Oui. c'est un point très important à prendre en compte, parce que pour avoir un fils d'1 an et demi, les coups de feutre sur le mur partent vite. Peinture lessivable, très bien. Voilà, c'est ça. Non, mais après, faut accepter que l'appartement vive. Forcément, le jour de la réception, c'est magnifique. Puis après, à l'usage, ça bouge un peu. Mais non, encore une fois, vraiment, ne pas être esclave de son projet architectural, aussi beau soit-il. Il faut que ça... quand on fait les choses sur mesure, en plus, que ça aide à bien vivre à l'intérieur. Puis c'est pas ce que demandent les clients aussi. Non, quand ils ont dépensé énormément d'argent, on a aussi envie que ça tienne un minimum de temps. Mais on trouve des solutions. C'est pas un problème. Et justement, alors je suppose que durant ton expérience, tu as eu des projets plus ou moins difficiles. Quel est le projet le plus difficile que tu as eu et comment tu l'as géré Alors, sur 2 aspects différents. Premier projet, alors celui qui me vient tout de suite à l'esprit, c'est le projet à Saint-Sulpice. Techniquement, on a frappé assez fort. Il a fallu ouvrir entièrement la façade de l'immeuble. On est au 6e étage, dernier étage, dans un appartement un immeuble qui a plusieurs siècles. Ah oui. Ossature bois, façade pierre de taille. Donc là, on a un petit peu chaud. Il faut ouvrir la façade, il faut ouvrir le toit. Donc l'appartement était totalement ouvert. Donc il a fallu recréer une charpente provisoire avec des bâches pour pouvoir travailler à l'intérieur. Et on a commencé à reprendre notre souffle quand on a refermé l'appartement avec les nouvelles verrières. On était vraiment hors d'eau, hors d'air, mais ça a été des mois très intenses. C'était la première fois que je m'attaquais à un projet d'une telle envergure avec des modifications structurelles aussi grosses. Très formateur. Puis finalement, quand tout se passe bien, on se sent grandi et on ressort plus fort de l'expérience. Mais c'est vrai que ça a été un sacré challenge. Et ça vaut le coup, parce que l'ouverture, pour le coup, elle est incroyable. Hein, l'appartement est incroyable. Enfin, vraiment, là, on est en plein ciel, au cœur de Saint-Germain-des-Prés. J'ai eu la chance de pouvoir retourner plusieurs fois dans l'appartement à différentes saisons, différentes heures. Et à chaque fois, c'est un spectacle sur le ciel parisien, les toits en zinc qu'on domine, qui prennent des reflets. Mais d'ailleurs, ça a été vraiment, justement, ce fameux concept qui a nourri la création. C'était tout de suite de dire, le lieu est incroyable, on a une vue exceptionnelle. Et c'était de s'inspirer de ces couleurs naturelles du ciel qui prend des reflets feu au coucher du soleil, les reflets des toits en zinc. Donc, il y a vraiment un jeu de matière dans l'appartement avec des matériaux flamboyants. Par exemple, le grand meuble en loupe d'érable, là, dès que le soleil s'illumine, la matière rayonne dans tout l'appartement. C'est chaud, c'est magnifique, ces couleurs ambrées. Et à la fin, on a des tons plus froids, les velours bleus, l'inox de la cuisine. Il y a vraiment cette dualité de matière et de contraste et de couleurs qui a guidé toute la création et tout la création esthétique de ce nouveau projet. Voilà, c'était vraiment un mood très solaire qu'on voulait. Avec les clients, je pense que c'est plutôt réussi à la fin. Complètement. Et du coup, tu as travaillé avec des bureaux d'études, des architectes. Oui, exactement. Parce que là, tu touches à la structure. Quoi. Architecte, non, mais ingénieur structure, bureau d'études, ça oui. Ouais, c'est eux qui font les plans techniques, c'est eux qui font les notes de calcul. Ça, c'est indispensable. Ils ont fait l'exécution, les plans d'exécution. Exactement. Parce que là, quand tu t'attaques à c'est la façade et la structure, c'est une lourde responsabilité. Et puis niveau management aussi, il a fallu gérer le voisinage qui était inquiet. Parce qu'on peut
évidemment comprendre. Mais oui. Mais donc, oui, oui, oui. Oui, parce qu'on oublie souvent le voisinage dans les Qui peut avoir projets. un impact assez Ouais. conséquent. Puis dans un immeuble, en plus, Ouais, ouais. avec tout le syndicat. Exactement. Non, non, c'est des aspects auxquels on pense pas forcément en tant qu'architecte d'intérieur quand on se lance, mais non, ça nous ramène vite dans le concret. Oui, et puis les aspects administratifs, toutes les Les autorisations à autorisations, bien avoir. sûr. Ouais, ouais. Puis là, tu t'accroches, hein, parce que les mairies, c'est pas les plus rapides Non, des non, fois. mais Donc, quand tu fais les pour dossiers. l'instant, j'ai de bonnes expériences Ouais. avec les mairies, les délais. Mais c'est vrai qu'il faut avoir un projet bien costaud, C'est ça. tout de suite avoir des plans très précis. Là encore, la visualisation 3D aide énormément. Tout de suite, la mairie, les administrations voient tout de suite où on veut en venir. C'est très clair, pas de débat. Donc, Oui, comme tu dis, vous parlez le même langage, quoi. exactement. Mais heureusement qu'il y a ce contrôle et qu'il y a cette obligation, enfin aussi de devoir travailler avec des bureaux d'études, des ingénieurs, parce que tu te dis, si tu te loupes sur le mais projet, là, c'est l'immeuble qui prend, quoi. Enfin, non, et puis il y a vraiment un risque civil. Bah, On c'est rigole ça. pas. Ouais. Chacun doit avoir son assurance, son expérience. On se lance pas avec n'importe qui non plus. Non, c'était un projet ambitieux pour le peu d'expérience que j'avais à l'époque, du moins en termes de structure à cette échelle. Et je suis ravie d'avoir eu l'opportunité de me lancer là-dedans. Ça a été sacrée source de stress, faut quand même Tu dors pas beaucoup. pas mentir. Mais non, une fois qu'on y arrive, on est assez fiers et le résultat est à la hauteur de ce que les clients imaginaient et de ce que moi j'avais envie d'achever. Donc non, une pleine réussite, on va dire. Et justement, comment est-ce que tu choisis les couleurs et les matériaux du projet? C'est vraiment, là par exemple pour ce projet-là, c'était l'environnement extérieur avec les toits en zinc, la lumière. Voilà, globalement c'est ça, tu t'inspires de Exactement, de l'environnement. l'histoire du lieu, de là où je me trouve, de l'atmosphère inhérente au lieu avant même mon arrivée. Alors même si le but, c'est pas de faire juste une petite déclinaison de ce qu'on a, de temps en temps, on chamboule tout. Mais par exemple, donc là, on a parlé du projet à Saint-Sulpice. Il y a aussi le projet Jardin des Plantes. Là, c'est totalement... On est toujours à Paris, mais c'est un mood, une atmosphère totalement différente. Là, c'est la campagne à Paris. De petite maison dans une cour d'une copropriété avec un jardin, des poutres apparentes, de la vieille pierre historique. Et là, je me voyais pas faire quelque chose de très sobre, minimal, avec un îlot en marbre. Ça collait pas du tout. Il fallait rester dans cette ambiance, donc une ambiance campagne, même si j'aime pas très, franchement, le mot un peu rustique, tout en rendant un aspect plus contemporain. Mais on est resté sur des matériaux plus brut, du chêne, du bois l'azuré foncé. On a conservé la pierre apparente. On est allé dans des proportions aussi qui rappelaient un peu des détails d'assemblage qu'on trouve dans les vieilles maisons de campagne. J'aime bien la dualité architecture historique et intervention un peu plus contemporaine. Ça peut être juste des proportions et des détails, mais voilà, qui est un dialogue entre l'ancien et le nouveau. Je trouve que ça marche plutôt bien, c'est intéressant. Ça, d'ailleurs, c'était un projet qui n'était pas facile non plus, parce qu'en l'occurrence, c'était mon appartement. Ah, ok. Et savoir ce qu'on veut pour soi-même n'est pas chose aisée. Ouais. Les cordonniers sont les moins bien chaussés. Exactement, c'est parfois plus facile d'avoir un client qui dialogue avec soi plutôt que de être son propre client. Pas évident de savoir exactement ce qu'on veut. On a le choix, on peut faire un peu ce qu'on veut. On aime parfois plusieurs styles, mais non, il faut en choisir un. Et voilà, c'est pour ça que toujours se raccrocher au lieu dans lequel on est, ça permet d'être droit dans ses bottes et d'avoir quelque chose de costaud et cohérent, un projet qui tienne la route vraiment. Donc c'est souvent ce à quoi je me rattache pour concevoir les projets et trouver les matériaux et les couleurs. Voilà. Et est-ce que tu suis des règles ou pas? Parce que souvent, on parle de do, de don't ou non. Non, pas vraiment. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment de règles. Tant que c'est fait avec... c'est un peu un peu basique. Intelligence et bon goût, ça marche, mais il faut pas vraiment de règles. Il y a des choses qui sont totalement évidentes. Et dans ce cas, on se pose même pas la question. Mais en termes de règles, non, pas vraiment. Je pense qu'on peut être assez libre, justement. Il faut pas... suivre forcément une liste trop précise, sinon on finit par faire un peu tout le temps la même chose. Donc non, faut expérimenter, c'est ça qui est bien.
faut tenter des nouvelles choses. On voit à l'œil si ça marche ou si ça marche pas. Oui, c'est ça, il y a une question de bon sens. Et puis, de toute façon, c'est quelque chose aussi qui vient beaucoup avec le temps, à force de travailler, de faire travailler son œil, les inspirations à droite à gauche. Voilà, C'est vrai exactement. que... Et puis, c'est là aussi l'essentiel d'être bien entouré. C'est qu'on peut aussi accepter les conseils et l'expérience des artisans, des entreprises qui nous entourent. Il faut être aussi à l'écoute. Ils savent de ce dont ils parlent. Donc, faut pas forcément être trop concentré sur ses idées à soi. Il faut aussi être à l'écoute et bénéficier de l'expérience des gens qui sont autour de nous. Complètement. Oui, et puis pour le coup, les artisans, c'est eux qui font notre métier. C'est grâce à eux que nos projets prennent vie. Ah oui, Il y a oui. cette importance d'être dans l'échange avec eux. Nous, c'est ce qu'on apprend beaucoup à l'école. Ils nous disent... n'ayez aucun mépris pour les artisans. Ah non, surtout pas. Parce qu'ils ont toute leur importance. Mais ils ont entre leurs mains notre projet. C'est-à-dire que c'est... Nous, la partie, elle est entre guillemets facile. On est sur l'ordinateur, on dessine. Tout fonctionne toujours à l'ordinateur. Hein. En 3D, en plan, on fait dire tout ce qu'on veut. Après, réaliser, c'est autre chose. Puis ça demande un certain temps. Tout est fait à la main, la plupart du temps. Donc, non, moi, j'ai un grand respect pour les artisans. C'est un métier très compliqué, extrêmement dense et intense. Beaucoup de stress pour eux aussi. Donc, non, c'est important d'avoir une très bonne équipe autour de soi. Et c'est pas que l'architecte. Puis, et c'est vrai que c'est important aussi, je trouve, de transmettre ça aux clients parce que parfois, les clients, c'est des métiers qu'ils connaissent pas et ils vont pas forcément mépriser, mais se dire ça va pas assez vite. Ils vont occulter l'aspect humain, alors que non, c'est des gens qui font. Exactement, c'est souvent ce que je remarque, c'est que il y a une prise de conscience pendant le chantier du temps que prennent les choses. Ah bon, mais ça c'est pas encore fait. Non, ça prend un petit peu de temps. Et puis en plus, la semaine dernière, souvenez-vous, ça a changé. Donc il a fallu tout réadapter. Tout était déjà découpé, il a fallu tout redécouper. Non, c'est vrai qu'il y a parfois un idéal on a l'habitude avec les ordinateurs, tout va très vite, on modifie, pouf, terminé. Sur le chantier, c'est autre chose. C'est beaucoup plus concret, beaucoup plus réaliste. Donc non. Et puis tout ce qui est travail manuel, j'ai une grande appétence pour ça. Très, très intéressée par l'artisanat, tout ce qui est fait à la main. Donc vraiment, une bonne équipe d'artisans, c'est un plaisir de travailler avec elle et c'est ça qui fait des projets de qualité. Donc il faut leur accorder du temps, alors pas trop non plus, hein, il y en a qui exagèrent un petit peu parfois, mais avoir conscience du temps que ça prend, ça permet aussi de permettre un projet propre, soigné. On ne peut pas faire magnifique, pas cher et en très peu de temps, ça n'existe pas. C'est ça. Et souvent, les clients l'oublient, quoi. Il y en a, ils viennent te voir en te disant j'aimerais emménager dans 3 mois. Et je te dis, le problème, c'est que rien que l'étude, ça dure 4 mois. Oui, donc, mais là, il faut ramener un peu de réalisme dans tout ça. Mais on va dire que l'architecte doit être une main de fer dans un gant de velours. Il faut faire passer les idées avec diplomatie, mais autorité à la fois. C'est ce qui garantit des délais raisonnables tenus, une qualité esthétique et technique garantie à la fin. Donc voilà, un vrai chef d'orchestre, mais qui doit gérer tout le monde. Et parfois, ça demande un petit peu d'autorité. On n'est pas... Voilà, il faut avoir de bonnes relations, de confiance, parler le même langage avec les artisans pour bien se comprendre. Mais il faut toujours être derrière. Faut pas lâcher le chantier. Comme dans beaucoup de métiers. Après. Exactement. C'est vrai que de toute façon, le management est primordial. Ah oui. Très souvent. Hein. À partir du moment où on travaille avec d'autres personnes, c'est important. Quoi. Exactement. Et c'est quoi l'aspect le plus difficile pour toi dans la gestion d'un projet d'archi d'intérieur Donc, clairement, ça se passe en phase chantier. Et je dirais que c'est maintenir les délais. La coordination, du coup, que tout s'enchaîne, l'intervention des artisans, les lots, que tout s'enchaîne de façon rythmée, sans perdre de temps. Ça, c'est la partie la plus complexe. On dépend de tellement de personnes, que ce soit les livraisons, les fournisseurs, les différents intervenants. Ça, il faut un planning bien serré et c'est la partie la plus complexe. Ouais, je comprends. Et justement, comment tu la gères ? T'as des outils qui t'aident ? Tu fais des rétro-planning Rétro-planning et énormément dans le dialogue. Je passe ma vie au téléphone avec l'entrepreneur, le pilote, le chef de chantier. On est très en communication. Non, mais c'est vrai qu'il faut toujours avoir l'œil dessus sur le planning. Ça glisse en général un petit peu, mais il faut que ça reste un petit peu.
Et les visites de chantier, tu fais quoi, une fois par semaine à peu près Oui, il n'y a pas vraiment de règle quand il y a besoin, une urgence, tout de suite, je prends mon vélo et je file sur le chantier. Mais ça dépend, ça évolue au fur et à mesure des phases de chantier. Au début, c'est une fois par semaine et puis à la fin, quand on est sur les finitions, c'est plusieurs fois par semaine. Ok. Ouais, de toute façon, c'est toujours aléatoire, Ouais. quoi. Les finitions, on touche à la fin, c'est un peu le plus frustrant pour les clients parce qu'ils voient que c'est bientôt fini, mais en termes de temps, c'est ce qui prend le plus de temps. Donc en fait, on est à ça de terminer et ça prend encore plusieurs semaines parce qu'il faut que tout soit impeccable. Donc les finitions, c'est la partie où ça bouillonne un petit peu. Ouais, Ouais, et puis il y a beaucoup, mais c'est là que beaucoup tout de se joue. tension aussi. Ouais, Ouais. c'est ça, parce que l'artisan, dans sa tête, c'est fini. Et puis côté archi, bah non, c'est pas parfait. Ah. Puis ça fait déjà des mois qu'on est dessus C'est en ça. général. C'est des projets qui prennent du temps. Donc oui, il y a de l'impatience qui arrive. Ok. Et justement, tu parlais voilà, de tout à l'heure de vraiment ton goût pour l'artisanat. Puis on s'est vu avant et tu me parlais de tes voyages. C'est hyper inspirant. Et justement, tu me parlais de la marqueterie de paille. Est-ce que tu peux nous en dire plus c'est un nouveau projet pour toi. Qu'est-ce que Alors tu tout comptes en à fait. faire? Donc en fait, il y a quelques années, j'habitais à 1 ou 2 rues de l'atelier de Lison de Caunes, qui est vraiment la référence absolue en termes de marqueterie de paille. Donc la marqueterie de paille, c'est un artisanat qui date de plusieurs siècles et qui refait son apparition depuis peu. Ça a un vrai succès auprès des décorateurs, des architectes d'intérieur. Et donc, je passe un jour par hasard près de son atelier, je découvre ces matières flamboyantes en vitrine. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Donc, je m'intéresse un petit peu. Et moi qui suis manuelle, qui aime beaucoup toucher les matières, utiliser mes mains, et pas que l'ordinateur, je leur ai dit, je me lance un petit peu en autodidacte, je découvre, je fais 2-3 tests. Et je me rends compte que ça me plaît beaucoup. Donc, je commence pour chez moi à faire des portes de placard en marqueterie de paille. Je vois que je me débrouille pas trop mal. J'ai la chance, l'année dernière, de partir plusieurs mois en voyage. Le voyage permet de prendre du recul, de réfléchir, d'avoir un peu de temps pour penser à la suite. Et je me dis que quand même, la marqueterie de paille, j'ai une vraie attirance pour cet artisanat et que ça vaudrait le coup que je m'y accorde un peu plus de temps pour voir ce que je peux en faire. Donc, je réfléchis. Et là, depuis que je suis rentrée il y a quelques semaines, mois, j'essaie de m'octroyer du temps pour développer des collections d'objets mobiliers avec cette marqueterie de paille. Alors, plus art décoratif, je travaille beaucoup sur la couleur, les motifs, inspiré des choses que j'ai vues dans les incroyables pays que j'ai eu la chance de traverser. Et j'avoue que c'est très intéressant d'avoir une partie architecture d'intérieur et à la fois d'explorer de nouveaux horizons plus manuels. Ça me plaît beaucoup. Donc voilà, on va voir où ça mène. Mais je développe en ce moment une petite collection d'objets en marqueterie de paille. Ça prend beaucoup de temps. Ouais. Donc il faut que j'ai réussi à en trouver. Mais entre deux projets, on trouve toujours, quand on est intéressé, on trouve toujours du temps. C'est vrai. Puis c'est pour ça aussi que l'artisanat coûte très cher. C'est parce que la main-d'œuvre derrière. Oui, notamment en marqueterie de paille où on est vraiment sur une matière qui, de base, ne coûte pas très cher. Au niveau de l'outillage, c'est les petits doigts. Donc, vraiment, en termes d'investissement à la base, c'est pas grand-chose, mais c'est effectivement le temps passé et le coût de la main-d'œuvre qui fait flamber les prix. C'est un artisanat qui est cher, très cher. Donc, c'est pas encore accessible pour tout le monde, mais non, c'est très intéressant. Et du coup, là, tu es plus dans l'art décoratif. C'est possible de faire du mobilier aussi Oui, tout à fait. Ben, je sais que Lison de Caunes, je la suis évidemment sur les réseaux. Elle travaille pour les architectes d'intérieur, les décorateurs, et elle réalise leurs projets. Elle fait peut-être aussi quelques créations personnelles, mais c'est, je crois, très peu par rapport à l'ensemble du travail qu'elle exécute. Elle est vraiment en relation avec les marques, les architectes. Et moi, au contraire, j'aimerais bien développer mes propres objets et être aussi dans la réalisation. C'est ce qui m'intéresse pour le coup, c'est de le faire moi-même. Oui. Donc voilà, je me lance. Nous verrons. Super. Du coup, l'objectif, c'est de les intégrer ensuite à tes projets. Oui, ça peut. Ça peut. Mais là, c'est vrai, c'est plus des objets déjà prêts
qui serait à acquérir via des galeries. Voilà, à voir. Mais c'est en maturation, en réflexion. J'explore. Ok, super. Et par rapport plus à ton parcours, donc tu as commencé en agence, comme tu disais, en plus dans une très grande agence, très connue. Et qu'est-ce qui a fait que tu aies décidé de lancer la tienne et que tu restes en auto-entrepreneur, ou enfin voilà, en tout cas à la tête de ton agence, et que tu ne retournes pas dans une autre agence? Qu'est-ce qui a fait que C'est une bonne question. que tu t'émancipes? C'est une bonne question. Alors, je pense que on a, pour la plupart, envie de se lancer à notre compte pour exprimer notre propre créativité, notre propre vision des choses. Je pense que c'est bien d'essayer un moment, si on a cette envie, cette curiosité de voir si l'entrepreneuriat fonctionne pour nous. Moi, j'ai de la chance, c'est le cas, et donc je m'épanouis pleinement, j'ai une liberté totale. Je suis une agence, mais je suis toute seule pour l'instant. Mais c'est vrai que j'adore cette liberté que ça m'apporte. Ça me donne des moments très intenses de travail. Il faut tout gérer tout seul, donc ça, c'est vraiment pas évident. Mais ça me permet aussi d'avoir ces quelques mois où je peux m'absenter et aller me nourrir d'autres choses et couper un peu le cordon avec mon métier. Donc, c'est des choix. Tout choix est un renoncement. Je renonce à certaines choses en étant seule et à la fois, ça me donne accès à plein d'autres. Donc, j'ai toujours bien aimé être leader, me gérer moi-même. Ça m'a toujours plu. Donc, après avoir eu une solide expérience chez Joseph Diran Architecture, j'ai senti que c'était le moment ou jamais, en tout cas, d'essayer. Je sais pas, j'étais pas persuadée que ça allait forcément fonctionner. Il faut avoir les bons projets au bon moment, mais j'ai eu de la chance, les planètes se sont alignées et ça marche bien. Donc, pour l'instant, je continue comme ça. C'est vrai que l'entrepreneuriat, c'est souvent une vie difficile parce qu'il y a le stress, des revenus qui ne sont pas toujours récurrents, il y a une certaine incertitude et le confort du salariat, on le perd complet. Et en même temps, là, ce matin, j'étais dans le métro et c'est un peu cliché, mais c'est vrai, toutes les personnes, la plupart allaient au bureau, et des mines vraiment fatiguées, presque éteintes, quoi. Et je me dis, l'entrepreneuriat, c'est difficile. Et en même temps, pour rien au monde, comme toi, je retournerais avec quelqu'un qui me dit quoi faire, à quelle heure commencer, quelle heure finir. Est-ce que j'ai le droit d'aller chercher mon fils ou pas? Enfin, c'est vrai que tout dépend de où on place son curseur. C'est ça. Est-ce qu'on veut de la sécurité? Est-ce qu'on est quelqu'un qui a besoin d'un cadre? Est-ce qu'on est quelqu'un qui a besoin d'être un peu guidé, orienté? Ou est-ce qu'au contraire, on adore s'affirmer, on est à l'aise avec la gestion de son planning. Voilà. Mais c'est beaucoup de responsabilités. C'est vrai qu'il faut en être très conscient au départ. Après, on apprend toujours un peu sur le tas. Donc, il faut se lancer pour voir si ça nous correspond. Mais non, c'est vrai que l'entrepreneuriat, moi, je trouve ça incroyable. C'est une telle fierté de réaliser soi-même les choses, d'être son propre patron. C'est énormément de responsabilités, beaucoup de stress, un investissement de tous les instants. Il n'y a pas vraiment de week-end. Alors si, bien sûr, on ne travaille pas 7 jours sur 7, encore heureux. Mais par contre, il y a toujours une partie de notre esprit qui est sur les projets. Ah bah tiens, il faut faire ça, l'entreprise m'appelle, bon c'est le week-end mais c'est pas grave. Non, on est toujours, on débranche pas l'ordinateur et c'est fini, on reviendra demain. Non, toujours en train de penser à ces projets. Oui, puis ça va du coup avec, on peut pas tout avoir non plus, et ça va avec cette flexibilité où des fois forcément faut être dispo des week-ends. Non, c'est clair. Et puis c'est surtout aussi, pour le coup, il y a vraiment une méconnaissance de cet aspect-là, de la difficulté de l'entrepreneuriat, et des personnes qui lancent leur agence et qui en fait se rendent compte que avoir son agence d'archi d'intérieur, tu as 20%, on va dire, de 20-30% de trucs que tu aimes faire, conception, mais le reste, c'est... Ouais, c'est peut-être même un petit peu en deçà. Ouais. Voilà, Entre même en 10 dessous, et 20, voilà. Et le reste, c'est toutes les problématiques liées à une entreprise, quoi. Oui, et puis on oublie aussi la partie administrative. Puis en France, pas des moindres. Ouais. Toutes les déclarations. Non, ça, c'est vraiment un conseil que je donnerais, c'est impérativement de faire
à minima des stages, vraiment à minima, mais une expérience de plusieurs années, 2-3 grands minimum, dans des agences pour voir ce que c'est la réalité du terrain, le métier concrètement. Parce qu'en école, c'est comme je disais, c'est très théorique, mais on est beaucoup moins dans la pratique. Et je vois pas comment c'est possible de lancer son agence en étant tout frais, tout neuf, en sortant de l'école. Il faut avoir une expérience professionnelle avant. Ça donne déjà confiance en soi, énormément. Et puis, on apprend les rudiments de la gestion d'un chantier. Et ça, c'est primordial. Donc, non, avant de se lancer, moi, je recommande vraiment de faire un passage par les agences qui sont continuité de l'apprentissage scolaire en études supérieures, vraiment. Mais tu ne penses pas que le fait de se vautrer sur les premières expériences puisse rendre service Si, bien sûr, on apprend toujours de ses erreurs, mais il y a des erreurs qui peuvent coûter cher, donc mieux vaut les éviter. Et je pense que un passage par des agences évite de grosses erreurs. Peu, en tout cas. Après, si on bénéficie de proches, d'amis, de parents qui ont une expérience et qui peuvent la transmettre, bon, pourquoi pas, hein, toutes les expériences sont uniques, mais néanmoins, un peu de patience. Et mieux vaut fortifier ses connaissances et gagner en confiance, en maturité. On est jeune aussi quand on sort de l'école. Donc, non, c'est important. Oui, non, c'est vrai. Puis c'est vrai que souvent, comme tu dis, quand on sort de l'école, on est jeune et il y a une certaine immaturité parfois. Et parfois un décalage aussi, ce qui est naturel. On voit un petit jeune de 22, 23 qui débarque sur un chantier, des artisans qui ont 30 ans de métier. Bon. Pas très réceptif. Voilà. Après, faut avoir du charisme, de l'autorité, mais il faut surtout savoir ce dont on parle. Très vite, on se rend compte si on a des petites lacunes ou pas. Donc, non, vraiment, il n'y a pas de honte à passer par l'agence. Bien au contraire, je pense que ça garantit d'une plus grande connaissance et expérience du métier. Okay. Justement, tu as devancé ma question qui a été quel conseil tu donnerais Alors celui-là en premier, à ceux qui nous écoutent. Mais il y en a bien d'autres. Non, se faire confiance, s'amuser, essayer d'explorer, d'avoir sa propre patte, sa propre touche pour se démarquer. C'est vrai que là, c'est un métier qui a eu un essor incroyable ces dernières années. Là, en plus, avec l'essor des réseaux sociaux extrêmement basés sur l'image, notamment Instagram, on est vite enseveli d'images, toutes plus jolies les unes que les autres, mais du coup, il faut faire sa place. Donc, c'est pour ça que je pense qu'avoir une vraie réflexion, ça aide à sortir du lot, pas juste faire de belles choses. Et puis, un conseil très politiquement correct, mais qui a quand même du sens, c'est essayer de penser un peu écolo. On fait un métier qui est très polluant, qui consomme énormément de matière. Si on peut essayer de faire un petit peu attention et de garder ça dans un coin de notre tête, même dans le luxe, même dans le haut de gamme, c'est toujours mieux. Et puis, pas évident, mais c'est toujours mieux. C'est pas évident, ouais. Mais dans le contexte, vu le contexte dans lequel on est, il y a quand même une certaine obligation, de plus en plus. On voit l'archi d'intérieur aujourd'hui n'est pas la même il y a 10 ans. À l'époque, il y a 10 ans, tu démolis tout, tu jettes tout. Et aujourd'hui, il y a quand même ce truc de est-ce que je vais garder on va dire que ça dépend des projets sur lesquels on travaille et de... C'est assez complexe comme question. Dans le haut de gamme, l'écologie, c'est parfois une toute petite partie, voire elle est pas existante. Okay. Donc, il faut essayer d'être raisonnable, de raisonner un peu les clients et surtout de se dire des choses de créer des ambiances qui ne vont pas se démoder. C'est notamment dans les appartements, c'est moins le cas, mais dans tout ce qui est architecture publique, restaurant, boutique, hôtel, essayer de ne pas être à la mode, parce qu'une mode, par définition, ça se démode. Donc, quand on fait autant de travaux, que ça nécessite autant de matière, autant de matériaux, il faut éviter que dans 5 ans, tout le monde se dise « Oh, on change tout, quoi. » On change tout. Et un design intemporel, c'est vraiment... la clé d'un minimum de conscience écologique, c'est pas mal. Et puis même, c'est agréable de savoir que son projet va rester pendant des années, que plusieurs vies vont passer par là. Voilà, c'est un petit conseil que j'essaie de me dire à moi-même en même temps.
qui est important d'avoir en tête, quoi, comme Ouais. tu dis. Ouais, complètement. Et si tu devais recommander quelqu'un pour un prochain podcast, est-ce que tu as une idée ou pas? C'est une question qui me vient là. Il y a beaucoup de gens très inspirants. Moi, j'aime beaucoup l'agence Hugo Toro. C'était un élève de Penningen qui était 1 an avant moi, je crois, et qui a une agence. Il y a une vraie identité. J'aime beaucoup suivre la sortie de ses nouveaux projets. Un vrai personnage et une architecture très singulière, très remarquable, avec de magnifiques détails, que peut être très intéressant. Bah écoute, on va essayer de Entre l'inviter. autres, parce qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y en a plein. Vraiment. Ok, super. En tout cas, merci pour ton temps, Merci à d'avoir toi. accepté l'invitation. C'était vraiment Un grand super. plaisir. Plaisir partagé. À bientôt alors. Et juste avant de terminer, voilà, pour les personnes qui veulent te suivre ou te retrouver, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? Instagram, très original. Amélie Vermersch. Ils trouveront le nom de famille un peu compliqué, mais Amélie Vermersch. Et puis on trouve après. Voilà. Super. Merci encore. Merci à toi. Et puis on se retrouve pour un prochain épisode très bientôt.